Eh bien, du coup, bonjour à tous. Bonjour. Du coup, Emmanuel, Kylian et moi-même allons vous présenter nos travaux de stage encadrés par Carole Desnos et Michael Dardaillon sur les librairies GGAT. Et du coup, pour commencer, eh bien, qu'est-ce que GGAT? Ça signifie Generic Evolvable Graphs for Efficient Learning of Artificial Tangle Intelligence. Et c'est une librairie d'apprentissage par renforcement développée par l'équipe VADER du laboratoire IETR. Et du coup, l'apprentissage par renforcement, c'est une méthode d'apprentissage automatique où une intelligence artificielle est placée dans un environnement et elle doit apprendre par elle-même à produire une suite d'actions cohérentes lui permettant d'atteindre un certain objectif. Donc pour cela, elle peut... Cliquez à gauche de la souris. Ouais. Clique gauche à gauche. Elle peut observer l'état de l'environnement et voir son évolution. Elle peut aussi interagir avec ce dernier à travers différentes actions. Et il y a aussi un système de récompense qui nous permet bien sûr de savoir si ces actions ont un impact positif ou négatif sur son objectif. Ensuite, pour l'intelligence artificielle, il existe différents modèles tels que le deep learning ou encore les Tangle Graph, qui sont d'ailleurs modèles utilisés dans la librairie de GGAT et qui est Donc, on a vu ce que c'était globalement l'apprentissage par renforcement, mais GGAT, c'est principalement une bibliothèque de TPG. Donc, globalement, les TPG, c'est quoi? Ça se présente comme ça sur une structure de graphe, avec trois principales composantes différentes. On a ce qu'on appelle les teams, tous les nœuds, qui sont les jonctions entre chacun des programmes. Les programmes, eux, qui sont une liste d'instructions quelconques qui vont permettre de choisir comment évoluer dans le graphe. Et on a les actions qui, elles, sont des nœuds, mais à ça près que ça représente la réponse de l'intelligence artificielle par rapport à son environnement. Donc, en gros, et du coup, on a vu comment ça structurait et comment ça fonctionne. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on va arriver sur un nœud, on va exécuter tous les programmes qui sont à la suite de ce nœud. Le programme va nous sortir un nombre. On prendra le chemin qui nous est indiqué par le nombre le plus grand, et ce jusqu'à ce qu'on arrive au final sur une action. Donc, il y a dans un chemin, je vais vous donner quelques exemples, mais globalement, on va jusqu'à une action pour pouvoir exécuter et qu'il y ait une réponse, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et maintenant, comment ça évolue? Alors, bon, là, il y a une petite coquille, il y a forcément les programmes sur les flèches, mais bref, comment ça évolue globalement? C'est là qu'on retrouve le concept de programmation génétique. C'est qu'on va récupérer un nœud et toutes ces connexions existantes, toutes ces connexions sortantes existantes, on va le recopier et le mettre en tant que racine, en tant que début. Et ensuite, on va lui appliquer des mutations. Donc, exactement comme on ferait finalement, enfin, comme ça fonctionne en génétique, c'est on part d'un patrimoine existant et on applique des mutations pour évoluer petit à petit et voir ce qui est possible de faire. C'est globalement le principe des TPG. Du coup, GGAT en lui-même, c'est un framework open source en C++ qui va venir implémenter toute la théorie sur les TPG. C'est développé au sein de l'équipe VADER et c'est un projet qui est essentiellement mené par Carole Desnos. En plus de toute la théorie, va rajouter plusieurs fonctionnalités pour pouvoir entraîner et utiliser ses propres TPG. On va aussi avoir la possibilité de changer les paramètres d'entraînement de manière plus facile à l'aide d'un fichier de configuration. Et aussi, on a une API complète pour pouvoir intégrer ses propres environnements avec ses propres instructions à l'aide de classes génériques. Aussi, l'une des fonctionnalités intéressantes de GGAT, c'est de pouvoir générer les TPG entraînés sous forme de code C++, qui peut ensuite être utilisé déjà juste dans un autre programme. Donc, on se sépare de tout l'overhead de la librairie pour gagner en performance en temps d'exécution. Et aussi, on a la possibilité de l'intégrer sur de l'embarqué.
Donc voilà pour cette petite présentation. Maintenant, on va passer à une autre présentation à nous. J'espère que c'est pas dommage. Hop là, c'est laquelle de présentation, vous voulez? C'est en Laquelle? La tienne? vrai. Ok. Du coup, on va commencer avec le travail que j'ai effectué depuis 3 mois, qui se concentre sur la partie consommation énergétique des TPG, sur la partie inférence. Donc, on part du principe que le TPG a déjà été entraîné auparavant, et quand on l'embarque sur des plateformes embarquées, comme des microcontrôleurs, par exemple. Alors, on va d'abord aborder un peu les objectifs de ce travail. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est quoi les objectifs à la fin d'intérêt de faire ces mesures? Ensuite, on va regarder un peu l'environnement que j'ai mis en place, quel TPG utilisé, comment ça a été fait. Et enfin, on va aborder l'installation et le plan expérimental et les résultats par rapport et les comparer un peu à l'objectif initial. Donc, pourquoi étudier la consommation énergétique des TPG sur des plateformes embarquées? Parce que qui dit plateforme embarquée dit contrainte en termes de ressources. On va avoir des ressources d'exécution limitées, mais on va avoir aussi d'énergie limitée, surtout si on a des sources d'énergie embarquées comme une pile ou une batterie qui vont être limitées dans le temps. Et on va avoir envie que ça dure le plus longtemps possible. Donc, il va falloir chercher à réduire la consommation énergétique. Deux TPG vont peut-être faire à la fin la même tâche, mais deux entraînements vont donner, avec l'aspect mutation aléatoire, des comportements différents. Et qui dit comportement différent, ça va peut-être impliquer des caractéristiques énergétiques différentes. Donc l'objectif, ça va essayer de déterminer qu'est-ce qui, dans la topologie du TPG, dans les instructions, dans ce qu'il utilise pour s'exécuter, va venir impacter des caractéristiques énergétiques et donc potentiellement intégrer cela plus tard dans l'entraînement des TPG pour essayer d'améliorer la consommation énergétique. Donc, les plateformes qui ont été utilisées, alors j'ai décidé de partir sur du microcontrôleur, en utilisant une STM32 FPGA246, qui est un processeur Cortex M4 avec un jeu d'instructions ARM, puis divers périphériques, comme le timer, la communication. L'intérêt, c'est que c'est un travail qui n'a jamais été fait. Déjà, la consommation énergétique des TPG, il n'y a pas beaucoup de choses dessus, mais sur le microcontrôleur, il n'y avait rien. Donc, on partait, il fallait créer quelque chose from scratch. Pour mesurer le courant, parce qu'avec la mesure de courant, on peut obtenir l'énergie consommée, la carte dispose d'un jumper sur lequel on peut brancher un multimètre pour récupérer le courant d'alimentation. On n'a pas de capteur intégré, de capteur de courant. Du coup, il a fallu utiliser quelque chose d'externe, en l'occurrence le capteur de courant INA219, qui est quelque chose qui est très répandu dans la communauté Arduino et Raspberry Pi. Donc, c'est bien documenté, il y a beaucoup d'exemples. Donc, ça avait la facilité, on pouvait facilement le mettre en place dans le cadre de cette expérience. Le seul bémol, c'est sa précision. On est à 0,1 mA, ce qui signifie, même si on peut moyenner sur plusieurs mesures, sachant que le microcontrôleur, d'après la datasheet, consomme au grand maximum 30 mA, vous pouvez avoir des questionnements là-dessus. Le truc, c'est que c'était assez limite pour qu'il faille en fait tester pour voir si les résultats étaient exploitables. Parmi les autres solutions qui avaient été envisagées, il y avait de remplacer la carte par une board qui a déjà un capteur de courant, ou alors d'utiliser un shield officiel de STMicroelectronics pour aller avec ces cartes-là. Mais la facilité d'utilisation, comme le capteur était disponible, a fait qu'on suis plutôt parti sur cette solution. Concernant l'environnement à mesurer, donc on a choisi l'environnement TPG Pendulum, qui est du coup disponible sur le dépôt de GGAT Apps, qui est un dépôt qui propose des exemples pour pouvoir essayer soi-même la librairie GGAT. C'est aussi disponible sur GitHub comme la librairie. Ça a l'avantage, cet environnement, d'être simple à implémenter. C'est une simple simulation de pendule, donc pas beaucoup des expressions d'évolution relativement simples. C'est uniquement du calcul, donc on n'a pas de communication avec un périphérique externe, donc on limite les perturbations dans la mesure énergétique, et tout simplement, c'était relativement rapide à partir. En plus de ce TPG, j'ai dû créer des outils autour, notamment de quoi interfacer avec le capteur INA219. Alors, même s'il y a beaucoup de librairies pour Arduino et Raspberry Pi, c'est beaucoup moins le cas pour les STM32.
Des classes aussi pour tout simplement simplifier la démarche de communiquer avec l'INA 219, de faire des mesures, de les stocker. Aussi dans l'optique de créer une espèce d'environnement facile ensuite, si on veut modifier l'environnement TPG, si on veut modifier le capteur. Toujours dans une optique de pouvoir reprendre le travail plus tard. Et aussi, j'ai dû penser à comment faire communiquer la carte avec un PC. Donc en utilisant une communication série. Parce que même si la carte fait les mesures, elle ne va pas pouvoir traiter les données ensuite. Il faut donc les rapatrier sur une machine qui puisse le faire. Donc, concernant l'installation expérimentale, j'ai fait un petit schéma pour résumer ça. Donc, à gauche, déjà, on a toute la partie capteur et carte dont je vous ai déjà parlé, avec les deux qui communiquent en I2C. Et ensuite, on a toute la partie PC qui va venir du coup à l'aide d'un script principal qui a été écrit en Ruby. C'est un langage de script dans la même idée que le Python. Voilà, c'est un choix purement personnel dans ce cas-là. Qui va venir communiquer avec la carte pour lancer le programme, récupérer les mesures, et aussi avec le logiciel CubeProgrammer de Microelectronics pour pouvoir venir flasher le programme. Et en plus de ces données-là, le script va pouvoir réexécuter le TPG qui a été mesuré avec la librairie GLATI pour récupérer des données que la carte ne peut pas fournir. Et j'en reviendrai juste dans la slide d'après. Une fois ces données récupérées, on utilise aussi des scripts Julia pour pouvoir générer des graphes afin de rendre la comparaison, l'observation des résultats plus simple. Concernant les données, alors on a forcément les données de mesure énergétique, le courant, la puissance, c'est ça qui est intéressant pour savoir la consommation. En plus, on peut inférer des mesures moyennes sur tout ça. Pour parler des choix que j'ai faits concernant les mesures, il a fallu trouver un compromis entre ne pas trop perturber l'exécution, mais en prenant quand même des mesures le plus régulièrement possible, et avec aussi les capacités du capteur. Donc, je prends une mesure toutes les 3 millisecondes, ce qui permet d'avoir au moins une centaine de points par exécution. L'autre type de données qui est intéressant, c'est mon TPG, comment il est, c'est quoi sa structure, c'est quoi sa topologie. Donc, la topologie, c'est quelque chose qui est déjà implémenté dans GGLATI, mais on n'avait pas vraiment moyen avant de récupérer des informations sur l'exécution lui-même du TPG. On sait quel chemin on a pris, combien de sites ont été visités, combien de programmes exécutés. Et ça, il a fallu l'intégrer dans GGLATI pour ensuite l'utiliser. Les données sont exportées au format JSON qui permet d'être simple à lire et aussi facilement manipulable par n'importe quel langage de programmation aujourd'hui. Du coup, maintenant qu'on a passé l'installation, quelles mesures j'ai fait dans Chaotic? Donc, ce que je voulais faire, c'était faire des mesures sur le maximum de TPG possible, des TPG qui soient variés en termes de topologie, en termes de jeux d'instructions. Donc, j'ai d'abord posé 4 jeux d'instructions en essayant de classifier justement ces instructions avec des instructions dites simples, addition, soustraction, multiplication, des choses qui ont tendance à se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans des jeux d'instructions assemblables. Et à côté, des instructions plus complexes, exponentielles, logarithmes, trigo, qui vont amener derrière un certain algorithme qui va dépendre de l'implémentation typiquement de la librairie. Donc, ce seraient des instructions qui auraient tendance à plus consommer que des instructions simples. À partir de ça, j'ai fait un set d'instructions avec juste des instructions simples, un avec logarithme exponentiel, un avec de la trigo, et un set que j'ai appelé réduit. Celui-là est un peu spécial. J'ai réduit le nombre d'instructions pour forcer l'utilisation des instructions complexes. C'était dans l'optique de vraiment faire un parallèle entre aucune instruction complexe et que des instructions complexes. À ça, j'ai aussi déterminé 5 jeux de paramètres. Donc voilà, pour obtenir des TPG grands, des TPG plus petits. Et ce qui donne un total de 20 TPG sur lequel j'ai effectué 3 mesures à chaque fois avec 3 conditions initiales différentes, ce qui me donne 60 points de mesure. Enfin, 60 mesures énergétiques. Quelques hypothèses que je m'étais posées et qui étaient un peu mon point de départ dans mon analyse des résultats. Je l'ai déjà dit un peu avant, les instructions complexes, ln, exponentielle, trigo, je partais du principe que peut-être ça allait consommer plus à cause de ces algorithmes derrière qui demandent plus de calcul que les instructions simples. Aussi, je me disais que les statistiques d'exécution auraient un plus grand impact que la topologie du TPG en lui-même. On peut avoir un très grand TPG, mais au final, si on prend une branche qui a seulement 2 teams et 5 programmes, c'est quelque chose qui va s'exécuter très rapidement et pas forcément consommer beaucoup.
Et une autre chose, c'est ça que j'ai plus vu au fur et à mesure de mes tests et des mesures préliminaires, c'est que j'avais l'impression que le microcontrôleur était toujours en train de fonctionner à fond. Je n'avais pas beaucoup de variabilité, enfin de variance dans les mesures de courant, de puissance. Donc, voilà, c'était des choses que je voulais vérifier. Donc, on va pouvoir aborder ça. Et le premier truc que j'ai remarqué avec les instructions, c'est que le temps d'exécution était relativement important dans la consommation énergétique. Alors là, ce que vous voyez là sont deux graphiques qui séparent par jeu d'instruction. Alors, bon, vous ne voyez pas trop sur l'écran parce que ce n'est pas très visible sur le mur. Donc, je vais faire le maximum pour vous expliquer. Donc, les box plots représentent en fait l'intervalle sur lequel les points de mesure pour un jeu d'instruction se retrouvent. Et ici, on remarque entre énergie consommée et temps d'exécution, on a un schéma qui est relativement similaire. Les points sont placés à peu près aux mêmes intervalles. On a l'air de voir un coefficient en fait, juste entre les deux. Donc, ça montre que le temps d'exécution en fait, est ultra important, ultra très lié à la consommation énergétique. À côté de ça, le courant et la puissance, au final, alors pareil, là, vous ne voyez pas trop, mais les intervalles des points sont relativement larges entre eux, en tout cas, mais par exemple, le courant, on est toujours entre 26 et 28 milliampères. La puissance, toujours entre 86 et 90 milliwatts. Ce n'est pas des choses qui vont beaucoup varier. Donc, par rapport au temps d'exécution, l'impact a l'air minime. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un schéma qui dessine quelque chose que j'ai marqué. Là, ce que vous avez, ce sont un résumé des résultats pour les mesures avec le jeu d'instructions de base, donc que des instructions simples, avec des conditions initiales qui sont les mêmes pour 5 TPG. Et ce qu'on remarque, c'est que les deux TPG 4 et 5 ont, donc là, ce que vous voyez, c'est le nombre de lignes exécutées en moyenne par inférence. Donc, combien d'instructions j'ai fait une inférence et j'ai exécuté, alors là, je crois que c'était 144 en moyenne en haut pour 50-60 en bas. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que ces deux-là ont beaucoup plus de lignes exécutées pour un nombre de programmes relativement similaires. Et ici, on voit que la consommation, le courant moyen est plus faible pour ces deux TPG-là. C'est des choses que j'ai retrouvées ensuite dans d'autres mesures. Du coup, ma théorie là-dessus, c'était plus on fait d'appels de fonctions, de changements, on rajoute des stack frames, plus la consommation moyenne, le courant moyen, la puissance moyenne va être élevée. Et du coup, là, en ayant beaucoup de lignes, on va avoir moins tendance à changer de programme fréquemment, et donc on va avoir moins d'appels de fonctions en moyenne au cours du temps. À partir de ça, j'ai essayé de créer un score à partir du nombre d'appels de fonctions en fait, qu'on ferait. Donc, on appelle une fonction quand on change de team, quand on appelle un programme, quand on exécute une ligne. Et en faisant ça, j'ai essayé d'additionner ces scores en appliquant un coefficient qui était relativement arbitraire pour exponentiel, logarithme et trigonométrie pour essayer de représenter ces algorithmes derrière qui vont appeler d'autres sous-fonctions. Et j'obtiens une répartition des points qui a l'air de se rapprocher de ce qu'on peut avoir pour le temps d'exécution. Donc après, comme je ne connais pas les implémentations spécifiques de la librairie C utilisée, je ne peux pas avoir forcément quelque chose de très précis, mais mon idée, c'est voilà, le nombre de fonctions qui est appelé derrière et étroitement lié au temps d'exécution. Donc pour conclure, donc on a vu que le temps d'exécution a un impact majoritaire sur la consommation énergétique, que le type d'instruction aussi a un impact. Le jeu d'instruction reduced avait tendance à prendre plus de temps à s'exécuter que les autres, par exemple, et que potentiellement les appels de fonction, les changements de stack frame viendraient augmenter le courant moyen, la puissance moyenne. Pour la suite du travail, ce qui serait intéressant, c'est de tester avec d'autres environnements, avec la classification, en utilisant un périphérique externe, comme par exemple le bras robotique, qui est quelque chose qui a aussi été testé avec les TPG, mais aussi d'exécuter des environnements avec des instructions qui renverront autre chose que des doubles. La librairie GGAT ne permet pas pour l'instant d'avoir des instructions qui traitent autre chose que des doubles, et les doubles sur microcontrôleur, ce n'est pas ce qui est le plus optimisé. Ça doit passer par l'émulation, une fonction. On ne peut pas utiliser par exemple l'unité de floating points.
Donc, ce serait intéressant ensuite de voir qu'est-ce que ça fait avec des types qui pourront être plus proches des instructions assembleurs une fois compilées. Enfin, essayer de porter ça sur d'autres plateformes, notamment la NVIDIA Jetson, qui est une autre plateforme embarquée avec plus de ressources, qui est disponible au laboratoire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais plus si c'était une hypothèse ou c'est quelque chose que tu as vérifié, mais tu disais que tu t'attendais à avoir toujours à peu près 100% d'exécution, enfin, d'utilisation du processeur. C'est ça. Et est-ce que c'est pas ça qui explique au final que c'est le temps d'exécution qui fait qui représente bien la consommation? Parce que si tu as un truc où tu utilises toujours 100%, c'est la longueur de ton programme qui va dicter si il consomme plus ou moins, quoi. Complètement. Comme on est toujours entre 26 et 28 mAh, ce qui est de courant, ce qui est relativement proche de la limite indiquée par la datasheet, clairement, c'est pour ça que le temps d'exécution est aussi important. Et c'est là, quelque part, pour la suite, c'est intéressant de se dire, si je veux optimiser l'énergie, quelle application je vais avoir? Est-ce que je veux un TPG qui s'exécute de manière ponctuelle? Dans ce cas-là, le temps d'exécution est important. Ou alors, est-ce qu'on veut un TPG qui va s'exécuter de manière continue? Parce que là, si une inférence s'exécute en X millisecondes, ça n'a pas trop d'intérêt si on va juste l'exécuter à la suite. Dans ce cas-là, c'est plus le courant, la puissance moyenne qui sera intéressant. Ouais, okay. Quand tu mesures les temps, tu mesures tous les 3 millisecondes, tu as dit que tu avais une centaine de mesures par inférence, enfin, par exécution. Du coup, tu avais pu observer vraiment les variations pendant ce temps, enfin, des centaines de points. C'était vraiment une variation qui était nulle. Ça oscillait sur un intervalle de 0,3-0,4 mA. Ouais. C'était pas des grands. C'était vraiment... Par rapport c'est proche de la précision même de ta mesure? Oui. Ouais, c'est aussi à relativiser avec la précision du capteur. Les programmes, autre chose, les programmes, tu les as compilés en O1. Pourquoi ne pas être allé plus loin dans l'utilisation? Parce que je l'avais setup comme ça à un moment et j'avoue que je l'ai un peu oublié. Okay. À un moment. Est-ce que tu as réessayé? C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as réessayé après? Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à optimiser de plus. Au tout début de mon travail, j'avais compilé en O1, en O2, en O3. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait une grande différence en termes de temps d'exécution. C'était au début de la création de mes outils. J'avais un TPG que j'utilisais depuis le début. Peut-être que ça aurait été différent là. Mais à ce stade-là, je ne voyais pas spécialement de grosses différences. Okay. Si vous n'avez pas d'autres questions. Regardez, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste Mo qui disait que c'était Mohamed Traoré. Moi, j'avais une question. Alors, du coup, si jamais par exemple, mettons que tu vois qu'il faut mieux utiliser des instructions simples plutôt que des instructions complexes d'un point de vue énergétique, comment tu utiliserais ça ensuite dans les TPG? Ça serait tout simplement juste quand on entraîne un TPG, on lui donne en entrée les instructions qui lui sont disponibles. Il suffirait juste de lui donner plus, moins, fois divisé, et c'est tout. Et dans ce cas-là, l'entraînement ne viendrait utiliser que les instructions qu'on lui a fournies. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, si. Ouais, ça serait juste en limitant, là, par exemple, les jeux d'instructions, quoi. Ok. Un petit tour. Tac, ouais. Oui, bien, du coup, je vais vous présenter mon travail sur l'étude de l'influence de la métaparamétrisation sur l'entraînement des TPG sur des jeux Atari. Du coup, dans un premier temps, je vais bien détailler les objectifs, puis ensuite je vous présenterai le plan expérience. Ensuite, je vous présenterai les résultats que j'ai eus et enfin, je vous parlerai de Donc, déjà, l'objectif de ce stage, c'est d'étudier l'influence des métaparamètres sur l'entraînement des TPG avec GTAT sur deux jeux Atari, donc Frostbite et Shinigami. Et donc, comme on l'a vu dans l'introduction, l'entraînement de TPG avec GTAT se fait de manière évolutive. Et cette évolution peut être contrôlée en partie par l'utilisateur via une trentaine de paramètres
migration, le nombre de routes qu'on met en compétition, la probabilité de mutation du graphe et des programmes, etc. Et en général, le choix de ces paramètres et de leurs valeurs a souvent été fait de manière empirique. Du coup, le but de ce stage, c'est d'apporter une méthodologie un peu plus rigoureuse pour, par exemple, voir si certains paramètres sont plutôt inutiles, c'est-à-dire qu'ils ont peu d'influence sur l'entraînement, ou si au contraire d'autres sont très influents, ou si certains ont une influence que dans certains environnements. Donc, pour répondre à cette question, j'ai construit un plan expérience. Déjà, j'ai réduit le nombre de paramètres que j'avais étudiés pour éviter d'avoir trop d'expérience à faire. Donc, voici ceux que j'ai sélectionnés. On a le nombre de générations, nombre de routes, ratio de routes supprimées à une génération, taille maximale des programmes, nombre maximum d'axes sortants. Et ensuite, j'ai fait le choix pour les probabilités, par exemple, d'addition, de suppression, de mutation, d'échange et de modification de constante pour les programmes, de les regrouper en un seul paramètre que j'avais étudié. Parce que, de ce que j'ai pu lire dans la littérature, les prendre individuellement avait généralement aucune influence. Et je pense que c'est plus en les combinant entre eux, en les prenant en manière globale, plus tendance à oui, il y a aussi la taille de l'archive et la qualité de l'archive. Donc ensuite, Excuse-moi, on n'entend pas très bien à distance. Est-ce que tu peux être plus près du micro ou rapprocher le micro de toi? Ouais. Sinon, parler plus fort, je vais essayer de parler plus fort. C'est mieux comme ça? Oui. Très bien, super. Du coup, je disais, donc, pour construire un plan d'expérience, pour aussi récupérer un maximum d'informations tout en limitant le nombre d'expériences à faire, parce qu'elles sont, enfin, sur les Atari, elles sont assez coûteuses, et l'entraînement prenait entre 2 et 3 heures. Donc, j'ai choisi un modèle qu'on appelle le Box-Ranken, qui utilise 3 niveaux pour les facteurs, donc, qui sont codés en -1, 0 et 1, donc un niveau bas, un niveau central et un niveau élevé. Ensuite, ce plan est divisé en 12 blocs d'expérience, où un bloc est en plan factoriel complet à 2 niveaux testant 3 facteurs, c'est-à-dire que on va prendre 3 facteurs et on va les prendre tous les arrangements possibles avec leur niveau bas et haut, et en laissant tous les autres facteurs à leur niveau central. Donc, ce qui représente 2 puissance 3 expériences. Et ensuite, ce modèle a comme propriété de tester chaque facteur dans 4 blocs différents. Et chaque paire de facteurs est testée dans un. Et en plus de ces expériences-là, j'ai aussi fait 12 expériences au point central, c'est-à-dire avec tous les facteurs au niveau 0, pour pouvoir bien mesurer la variabilité. Donc, ce qui fait qu'au total, on se retrouve avec 108 expériences. Et j'ai aussi choisi ce modèle de plan d'expérience car il permet d'ajuster de façon fiable et avec peu d'expérience un modèle quadratique. Donc voilà un résumé par exemple du plan d'expérience. Donc par exemple, on peut voir que pour le premier bloc, on va tester les facteurs A, B, C, c'est-à-dire le nombre de générations, le nombre de routes et le ratio de routes supprimées. Et ainsi de suite pour bloc. Donc maintenant, il a fallu choisir aussi les valeurs pour les paramètres correspondant à chacun des niveaux. Par exemple, pour le nombre de générations, j'ai pris comme valeur basse 50, comme valeur centrale 175 et comme valeur haute 300. Donc le but aussi en choisissant ces valeurs, c'est d'avoir pour les niveaux haut et bas des valeurs assez extrêmes pour vraiment avoir une différence significative sur les variables de réponse pour avoir une différence. Et ensuite, il a fallu choisir quelle métrique on allait chercher à expliquer avec ces facteurs. Donc, j'ai choisi le score maximal, le nombre de générations qu'il faut pour atteindre ce score maximal, ainsi que le temps réel d'entraînement pour atteindre ce score maximal, sachant que le temps réel est quand même très influencé par la machine sur laquelle on a bien sûr établi. Donc, voici, pour commencer à présenter les résultats, voici quelques
statistique un peu descriptive. Donc, on voit la distribution des métriques pour chacun des jeux. Donc, là, c'est verticale à droite, c'est sur le taille. Et par exemple, aussi le score a été normalisé parce que les deux jeux sont sur un système de score différent. Vous pouvez comparer les ramener dans l'intervalle 0,1. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pour les deux jeux, la distribution est sensiblement similaire. Donc, on peut déjà se douter que le jeu en lui-même, l'environnement, ne devrait pas avoir un impact trop important. Ensuite, si on regarde un peu plus précisément les valeurs, on peut voir que la variance est souvent assez élevée, ce qui fait que ça peut poser problème plus tard pour l'ajustement des modèles de régression linéaire. Donc, il y aura peut-être à passer au logarithme ou à la racine carrée pour limiter ce problème. Et donc, ensuite, on fait des modèles linéaires. On peut voir, par exemple, le premier modèle d'en haut a été ajusté pour le score normalisé et le R2 ajusté est de 0,7, ce qui fait que 70% de la variabilité est expliquée par le modèle, alors que par exemple, si on passe au logarithme du score normalisé, on monte à un R2 de 0,79. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est intéressant de prendre le logarithme plutôt que de prendre le logarithme pour voir un modèle qui explique mieux les données. Donc ensuite, pour construire ces modèles, on part du modèle complet, c'est-à-dire avec tous les facteurs, tous les termes d'influence et tous les termes de carré. Et ensuite, on vient retirer une à une les variables qui ont des coefficients non significatifs, c'est-à-dire qu'ils ont une probabilité très élevée d'être nuls. Et on vérifie ça avec un tel de student qui teste le peu hypothétique que le coefficient est nul, donc le permittif qui soit nul. Et on prend le risque de rejeter l'hypothèse nulle à tort à 10%. Et du coup, en regardant la qualité de la vie, c'est-à-dire les probabilités qu'on peut rejeter à tort l'hypothèse nulle, on la cherche pour l'avoir en dessous de 0. Et du coup, là, on sélectionne uniquement les variables qui ont leur probabilité par le test significatif. Et ensuite, il faut bien sûr vérifier certaines hypothèses des modèles de régression, c'est-à-dire que les résidus doivent suivre une loi normale centrée et que leur variance soit constante. Le mot statistique. Donc, pour vérifier les normalités, on peut utiliser un histogramme de l'entité ou encore un diagramme quantitatif. Donc, par exemple, ici, on peut voir que l'histogramme fait assez bien à la courbe de l'entité et de même pour le diagramme quantitatif, même si les taux de distribution dévient un peu de et par contre, pour vérifier le mode d'élasticité, on peut regarder les résidus en fonction des valeurs publiques. Et donc, si on observe une structure dans cette ça veut dire que le mode d'élasticité n'est pas vérifié. Donc, c'est un peu clé ici pour pouvoir un peu une structure là, comme ça. Donc, vraiment, ce serait là, c'est pas vérifié. Et après, on peut aller regarder si jamais il y a des individus qui sont plus influents ou adhérents. Donc pour ça, on peut utiliser la distance de groupe qui permet de mesurer ça. Bon, il y a un pic à 25 qui monte en haut à 3. Ouais. Et il y a un... Donc ça veut dire par exemple qu'un individu à 25 est très influent et ou adhérent. Donc pour savoir s'il est adhérent, on regarde les résidus financiers. Et si jamais un individu présente des résidus très éloignés de l'intervalle moins petit, ça veut dire qu'il est adhérent. Et dans ce cas-là, il fallait chercher à savoir pourquoi il est adhérent. Et en général, on le retire après pour améliorer l'ajustement du modèle.
compétences de base jusqu'à obtenir des modèles qui qualifient les hypothèses de normalité de densité et qui ne présentent pas aberrants. On obtient différents modèles, le modèle phagométrique, phag2 et un modèle global qui regroupant les données de deux jeux, mais en introduisant une variable qualitative pour le jeu. Après, j'ai compté les modèles en gardant les 5 paramètres avec les positions les plus importantes, prendre moins de place. Mais du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà pour une seule métrique, en général, on retrouve à peu près les mêmes facteurs importants. Donc pour le score, le nombre de routes, le ratio de supprimés, c'est une importance assez importante. Et aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à travers chaque métrique, il y a des facteurs qui reviennent, comme le nombre d'opérations, le nombre de routes encore, et la ratio de routes supprimées, encore le téléphone F. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment des paramètres qui ont une influence significative sur l'entraînement et c'est même sur l'aspect de et donc, pour conclure, ce stade a permis de mettre en lumière quelques paramètres très influents, tels que le nombre d'opérations, encore qualité de programme. Après, il y a quand même quelques limites à ce travail, parce que l'utilisation d'un modèle quadratique peut des fois surface de réponse n'est pas bien ajustée si jamais celle-ci est très irrégulière. Ou encore le manque de données qui faire une seule expérience par une seule répétition de l'expérience. Ce qui veut dire que la génération, c'est bien sûr reproduire ces expériences pour et aussi aller voir par exemple d'autres métriques telles que la technologie du TP ou encore sport par Si, moi j'ai une petite question. Quand tu parles de tes j'utilise probablement pas le statistique technique, ouais. Tu dis qu'il y a des individus qui visiblement ressortent aberrants. Et est-ce que tu as essayé, justement, tu as essayé de voir pourquoi ils sont aberrants? Est-ce que tu as fait des explications? Je pense pas que ça vient de l'entraînement lui-même. D'accord. C'est plus qu'ils présentent souvent des scores soit très très élevés, soit très inférieurs à ce que pourrait produire le modèle. Donc effectivement, le modèle il s'explique très mal. C'était vraiment... C'est plus le modèle, je pense, qui s'explique mal qu'un problème d'entraînement. Et c'était vraiment sur la métrique score ou est-ce qu'il y avait aussi des résultats aberrants sur la métrique génération? Il y en avait partout. Il y avait en général de retirer entre 4 et 6 individus par ouais, les résultats aberrants. Ouais, ils sont mal expliqués. Oui. Ça pourrait venir du modèle quadratique qui n'arrive pas à matcher cela. C'est peut-être le phénomène. Il n'arrive juste pas à... Et donc, ils sont purement et simplement supprimés ou juste pondérés? Non, ils ne sont pas pondérés, c'est une tendance. Après, on pourrait aller faire de l'adaptation avec les trois. Et après ça, choix du Et tu parlais de faire plus d'expériences, ça veut dire avec les mêmes paramètres, faire tourner plusieurs fois le jeu pour un... Oui, ça en fait la qualité de leur différence. Par exemple, même si on est sur le point central, il y a quand même de la variation. Ici, c'est une variation. Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais là, par exemple, les paramètres que tu as considérés, il y en a beaucoup, et tu arrives à une conclusion que certains sont plus forts que d'autres. Tu pourrais te baser là-dessus pour juste sur les temps, concentrer là-dessus, plutôt que de prendre juste valeur moyenne, valeur haute, valeur bas, et de prendre plusieurs points.
aussi, ça pourrait être Et combien, enfin, juste pour donner une idée, combien de temps ça prenait en gros pour faire sur un entraînement, sur un jeu, pour avoir sur un jeu? un jeu au total, faire des 100 litres d'expérience. Ouais. Je vais prendre ça sur le poster de calcul de ça Ouais. par exemple sur 24 heures. Par jeu. Ouais, en utilisant. Et on rajouter des points. l'utiliser généralement en ligne. On a deux à trois différences en parallèle. Le dernier était bon. Ouais, c'est l'émulation. Après, il y avait certains autres paramètres qui disaient que Et justement, en imaginant sur un environnement d'apprentissage, l'apprentissage c'est très rapide. Ça pourrait, enfin, le reste, faire tourner la régulation, etc., ça peut être une seconde, j'imagine. oui, c'est très rapide. Après, l'IA, si par exemple, on peut faire c'est moi qui fais un peu de jeu. pour ça, j'ai trouvé le package qui permet d'appeler 4 ans. C'est parfait. Peut-être mélange du Ruby et du gars. C'est bien, en fait, j'avais sorti plus long. Ah, oui. Moi, je le teste. Est-ce qu'on a d'autres questions? Présentation suivante. Seulement Voilà, j'ai rien d'autre à présenter. Ça m'a pris. Bravo. Oui. Moi, ce que je suis concentré depuis début juin, c'est j'ai essentiellement exclusivement fait la classification et notamment sur l'amélioration de l'apprentissage par classification au sein de GDAD. Alors, c'est bien beau, mais c'est quoi la classification? Alors, il y a plusieurs façons d'apprendre, plusieurs types d'apprentissage différents. Par exemple, d'apprendre par l'adversité. Donc ça va être de l'apprentissage pour c'est pas tant viser un score, c'est viser d'être meilleur que l'opposant. C'est un apprentissage différent. Il y a aussi l'apprentissage qui pourrait être, on va apprendre à conduire une voiture, par exemple, ça va être juste de répondre, de donner des actions au fur et à mesure du temps pour répondre à l'environnement. Mais la classification, ça répond à des problèmes complètement différents. C'est plutôt pour venir se baser d'un objet et venir le mettre dans une case au sein d'un nombre déterminé de cases. Par exemple, un problème de classification qui pourrait être totalement logique, c'est Manita, l'âge de carreau. Si on pourrait demander tout simplement à l'IA de venir dire de quelle famille est cette carte, et ce serait totalement la classification que c'est sur ce genre de problème-là que j'ai travaillé. Donc, j'ai principalement été sur la reconnaissance de phase 2D, des images 2D, mais donc, si je me suis concentré sur l'amélioration de cette classification, c'est qu'elle n'était pas satisfaisante, mais je n'ai pas spécialement à l'améliorer. Mais déjà, comment elle fonctionnait? Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se basait sur le dataset entier. Toutes les données qu'on lui donnait, elle les utilisait. Et à chaque itération, pour l'entraînement, elle allait parcourir toutes les données. Et pour le système de score, c'est le F1 score. Donc, en gros, ça repart de la table de conclusion qui est ici. Et ça vient récupérer donc, les classes pour venir attribuer un score avec qui est là. Je ne sais pas l'expliquer, mais elle est là en tout cas. Et donc, en quoi est-ce que c'était suffisant? Sur mon environnement de vie, j'avais lancé sur approximativement 1400 générations et on est bloqué en dessous de 70% de réussite. Ouais, j'ai réussi à avoir 67 ou 68% de réussite.
Et pour la phase de c'est pas super convaincant. On aimerait avoir beaucoup mieux. Mais du coup, pour améliorer cette classification, je n'ai pas réinventé la roue. Je me suis basé sur des algorithmes qui ont été écrits par trois monsieur du Canada. Ils ont fait ça en 2021. C'est assez récent. Ils ont présenté dans leur papier 4 différents algorithmes. Voilà, c'est des lettres, c'est un peu à faire. Et ces 4 algorithmes-là, les 3 premiers fonctionnent assez similairement. Et ils vont venir implémenter certaines fonctionnalités petit à petit entre les 3. Mais le quatrième n'a rien à voir. C'est un autre mieux, on est 4. Donc le premier, déjà, le BRSF, c'est un outil, je ne sais pas si c'est peur, mais c'est Balance Random Subset Selection. Lui, ce qu'il fait, contrairement à la classification actuelle, il va partir sur un subset, donc un sous-lot de données dans le dataset, pour pouvoir, à chaque génération, venir changer les individus sur lesquels on va s'entraîner. Donc, après chaque génération d'entraînement, il va venir de façon aléatoire sélectionner des individus du dataset et des individus du dataset et les intervertir pour que l'entraînement se fasse sur différents individus constamment et pour plus stimuler entre guillemets l'audience dans son entraînement. Et le balance, il vient du fait que cet algorithme, pour l'instant, va simplement venir chercher de façon uniforme entre les différentes classes. Il ne va pas venir essayer de spécialiser quoi que ce soit, il va juste être présent de façon uniforme et il y a faire avec. Il y a une autre question par rapport à la classification actuelle, c'est le score. C'est un score beaucoup moins complexe. C'est juste la proportion de bonnes prédictions sur le total. Du coup, ça, de base, ça peut venir cacher certaines classes qui seraient plus mauvaises classes. S'il y a une classe où on va être très mauvais, un score comme ça pourrait le cacher. Parce que si on est assez bon sur le reste des classes, ben, s'il y a une classe où on ne trouve jamais, ça viendrait à indiquer une erreur, mais cet algorithme-là ne prend pas encore en compte. Et justement, c'est la chose qui va être amenée par le prochain algorithme. Donc, c'est l'algorithme de FF, donc Scaling. Lui, c'est la seule chose qu'il rajoute, c'est par rapport au PRSS, c'est-à-dire qu'il garde le refresh du dataset, il garde cet aspect-là et le même pour les formes ensemble. Mais pour le score, il va changer la façon de récompenser, c'est-à-dire qu'une racine, si elle donne la bonne réponse sur une classe où tout le monde donne la bonne réponse, ça va compter beaucoup moins que si elle est globalement la seule ou avec tout le monde à donner cette bonne réponse. Ça va permettre de plus rapidement spécialiser certaines racines sur certaines classes pour avoir un TPG final plus efficace. Même, enfin, ce sera des racines spécialisées, mais le TPG au global sera plus efficace sur l'ensemble des classes. Ensuite, on a le troisième algorithme. Donc, lui, c'est le cas en bandit. Je ne peux pas répéter tout ça. Mais voilà. Et lui, justement, ce qu'il va venir changer, il va garder le score, la méthode de récompense du fitness sharing. Mais lui, ce qui va changer, c'est que si on est assez mauvais à reconnaître une classe, il va plus nous la présenter. Au moment de refresh le sujet de données, il va plus aller chercher les classes qui posent problème pour les présenter davantage, sans non plus enlever les classes les bons pour ne pas risquer de les oublier. Parce que ce serait dommage juste de changer la classe les bons, ça peut enfin. Du coup, ça permet de consolider les points faibles tout en gardant les points forts petit à petit au fil de l'entraînement. Ensuite, on a du coup le dernier algorithme qui n'a rien à voir. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les racines les unes après les autres
Et il va les interroger sur une place précise. Il va leur dire qu'est-ce que tu vois. S'ils disent qu'on c'est dehors, c'est compris, c'est pas le fermement. Et s'il a bon, il reste et on passe au suivant. Et donc on supprime comme ça jusqu'à ce qu'on ait un nombre minimal de racines. Sinon, en fait, on va arriver à zéro. Et alors, un truc aussi, c'est qu'il va garder, sur une génération, il présente seulement une seule place. C'est-à-dire, s'il présente des phases de vie avec un 2, il ne présente pas tout le temps un 2 sur toute la génération. Et même encore plus que ça, sur plusieurs générations d'affilée. Et il va changer toutes ces générations. Ça, c'est à nous de choisir. Mais du coup, alors, c'est un peu intuitif, il va devenir spécialisé petit à petit, mais en même temps, apparemment, ça ne joue pas trop. Mais celui-là, je n'ai pas encore pu l'implémenter du tout. Donc, j'ai pas pu voir vraiment l'avantage, mais il était présenté comme efficace et étonnant, généralement. Mais voilà, il fonctionne radicalement différemment. Et du coup, sur les dernières semaines, j'ai pu implémenter seulement le premier. Les deux suivants vont arriver vite parce qu'ils ne changent pas énormément. Plus tard. Mais donc, du coup, j'ai encore des résultats à montrer que sur le premier algorithme. Et là, du coup, on voit que c'est un peu meilleur, c'est sur un entraînement similaire au premier. Donc, c'est un peu plus de génération, mais on était quand même meilleur. Il arrive à 76% de réussite. Mais bon, après, ça reste assez proche et sur un environnement un peu différent, et qui sera forcément meilleur. En gros, on est sur quelque chose d'à peu près équivalent. Après, c'est assez rassurant d'un point de vue, d'un côté, parce que ça veut dire que le fait de venir travailler sur un sujet de données est assez efficace, parce qu'on a, la méthode de scoring est vraiment moins poussée, moins complexe et moins aboutie, et ça nous permet quand même d'arriver à faire quelque chose de cohérent. Du coup, c'est assez rassurant et c'est encourageant sur les prochains algos qui sont censés corriger les problèmes musculaires. Je n'ai pas pu les implémenter encore, mais ça devrait pouvoir être encore meilleur. Ça, c'est vite. Mais voilà, globalement, il reste à implémenter les suivants. Et c'est le principal de la présentation. Est-ce que les cas d'échec, tu les as regardés pour voir si il y avait une tendance parmi les cas d'échec? Comment ça? Dans les mauvaises classifications? J'ai eu assez régulièrement des classes qui étaient spécifiquement mauvaises et précises. Après, j'ai vu des choses dans l'implémentation, j'ai appris un peu, et là, c'est assez uniforme. Ça a beaucoup dépendre des paramètres. Ça peut changer tout et tout si je modifie un petit peu quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'il va venir un petit peu se spécialiser de temps en temps. Mais globalement, là, sur le qu'il y a eu juste avant, c'était assez uniforme sur la table de classification. C'est quoi comme dataset? Là, le dataset, c'est j'ai 350 images de phase 2D qui sont réparties équitablement entre les 6 classes. Le dataset est gentiment fourni par les gens. Ça reprenait un projet industriel à l'initial, et du coup, je récupère. Est-ce que tu utilises de l'augmentation de données pour ces données? Parce que les 350, c'était pas beaucoup. Mais justement, ils ont déjà fait pour avoir les 350. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Ouais. Ok. Ouais, du coup, je ne vais pas refaire des splits, des rotations, parce qu'ils ont déjà fait, c'est assez serpent qui se m'en raconte.
Sachant que pour préciser un peu, avec ces données-là, ils arrivaient à avoir des excellents résultats, des random forest notamment, ils arrivaient à 99%. On voit bien qu'on pour l'instant, on n'y arrive pas. Le TPG, pour l'instant, on triche un peu, puisque le TPG à la base n'est pas fait pour faire de la médecine. D'autres questions en ligne, peut-être? S'il y a d'autres manières de, par exemple, alors, des gros modèles, le TPG ont l'avantage d'être léger, donc voilà, c'est des avantages, mais par exemple, des random forest, c'est pas un truc d'IA qui est forcément extrêmement lourd. Donc, est-ce que les TPG peuvent se démarquer par autre chose, même s'ils ont moins de performance, est-ce que c'est plus faible en complexité ou est-ce qu'il y a plus d'avantages? Je sais pas. Ça, je ne saurais pas trop répondre parce que je connais très peu de random forest, et ça, je ne pourrais pas trop comparer. Mais ouais, ça, c'est des points que je n'ai pas encore vraiment regardé. C'est avoir un truc qui apprend. Je pense que l'avantage serait là-dessus sur la logique. Parce que l'idée idéale, ce serait d'avoir un TPG qui a très peu d'opérations. Là, en random forest, en général, une centaine d'arbres. Normalement, en quantité de calcul, on devrait réussir à un petit peu en dessous. Mais clairement, c'est le concurrent numéro 1.